Alors, imaginez un peu la situation. On se retrouve à la tête d'une institution séculaire, en vrai phare de la tradition, pile au moment où le monde moderne arrive, et menace de tout balayer. Eh bien, c'est exactement le dilemme qu'a dû affronter le rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, beaucoup plus connu sous le nom de Netiv. Son histoire, c'est celle d'un leader pris en étau entre un monde qui s'effondrait et un autre qui peinait à naître. Pour commencer à comprendre un personnage pareil, le plus simple, c'est de regarder sa signature. Sur ses lettres, il ne mettait pas un titre ronflant, non. Il signait simplement avec ces mots « celui qui est accablé de travail ». C'est comme ça qu'il se voyait. Et cette signature, c'est la clé pour comprendre toute sa vie. Mais alors, quel était ce travail qui l'accablait à ce point? Et ça nous amène directement au cœur de notre sujet. Qui était cet homme, le Netiv? Et c'était quoi ce travail si écrasant qui a défini son existence? Pour le savoir, il faut revenir en arrière, à ses débuts. Et ils sont pour le moins surprenants. Commençons donc par le commencement. L'ascension du Netziv au sommet du monde de l'étude de la Torah, eh bien, ce n'était pas gagné d'avance. Loin de là. En fait, son enfance laissait penser à un destin complètement différent. Le contraste est saisissant. Le jeune Naftali Tzvi Yehuda, celui qui deviendra un géant de la pensée juive, n'était pas du tout un enfant prodige. C'était un gamin qui préférait 1000 fois jouer dehors plutôt que d'ouvrir un livre. Le grand tournant, il arrive quand il a 9 ans. Un jour, il surprend une conversation entre ses parents. Ils sont si découragés par son manque d'intérêt qu'ils parlent de l'envoyer apprendre un métier. Pour lui, c'est un choc terrible. Il a le cœur brisé, il fond en larmes et il leur fait une promesse, se consacrer entièrement à l'étude. Cette promesse, elle a changé le cours de sa vie pour toujours. Et où est-ce qu'il va pour tenir cette promesse? À Vologine. Il faut bien comprendre, on ne peut pas parler du Netziv sans parler de Vologine. Ce n'était pas juste une école, c'était le cœur battant du monde juif de l'époque, l'épicentre intellectuel qui a formé des générations et des générations de leaders. Mais même là-bas, son génie reste un secret. Il était d'une humilité incroyable. Il étudiait jour et nuit sans jamais chercher à se faire remarquer. Il a fini par épouser la fille du directeur de la yeshiva, et même son propre beau-père n'avait aucune idée du niveau de savoir de son gendre. La vérité a fini par éclater, presque par accident. Un jour, il tombe sur une pile de lettres. C'était une correspondance ultra savante entre son gendre si discret et un des plus grands sages de l'époque. Le secret était percé. On avance maintenant jusqu'au moment où il prend les rênes de cette fameuse institution. Et c'est là que le travail qui l'accablait a vraiment commencé. Sous sa direction, Vologine a connu son âge d'or. Il faut s'imaginer la scène. Plus de 400 étudiants, les esprits les plus brillants de toute l'Europe, tous rassemblés sous un seul toit. Et lui, il était responsable de chacun d'entre eux. Et cette citation, elle résume parfaitement sa façon de voir les choses. Un jour, un père lui demande de bien veiller sur son garçon en expliquant que c'était son fils unique. La réponse du Netzif est juste révélatrice. Vous n'avez qu'un seul fils unique, moi j'ai 400 fils uniques. Il ne gérait pas une institution, non, il était le père d'une immense famille. Mais attention, son leadership n'a pas été un long fleuve tranquille. Une grosse lutte de pouvoir a éclaté sur la philosophie même de l'éducation. D'un côté, le Netziv, qui défendait une approche appelée Bekiout, une connaissance la plus large possible, une compréhension claire et directe des textes. De l'autre, son co-directeur, le brillant rabbi Yosef Dov Soloveitchik, qui prenait le pile-poule, une méthode d'analyse hyper pointue, complexe. C'était un vrai débat, la largeur contre la profondeur. Au final, c'est la vision du Netziv qui s'est imposée et qui a modélé l'avenir de Volozhin. Mais ces défis internes, ce n'était rien du tout comparé aux tempêtes qui se préparaient dehors. Le monde du Netziv, cette forteresse qui était Vologine, était sur le point d'être assiégée. Le Netziv était vraiment pris en tenaille. Les pressions venaient de partout. Il y avait les disputes internes, on vient d'en parler. Il y avait la montée de la Haskalah, le mouvement des Lumières juives, qui détournait les jeunes de l'étude traditionnelle. Et puis, et surtout, il y avait la menace la plus directe, le gouvernement du tsar de Russie. Le gouvernement a fait monter la pression, étape par étape, de manière très méthodique. D'abord, on limite le nombre d'étudiants. Ensuite, on impose l'enseignement du russe. Et puis, le coup de massue, on oblige la yeshiva à consacrer les meilleures heures de la journée de 9h à 15h à des études laïques. Et pour finir, on interdit carrément d'étudier le soir, ce qui était le cœur de la vie de la yeshiva. Chaque règle était pensée pour vider Vologine de sa substance. Alors que les murs se refermaient sur son monde en Europe de l'Est, le Netziv a fait quelque chose de remarquable. Il a commencé à regarder ailleurs, vers un nouvel horizon pour le peuple juif. Et, à la surprise générale, ce gardien de la tradition est devenu un des leaders du mouvement Ibad Zion, les Amants de Sion. Pour lui, le retour à la terre ancestrale, ce n'était pas une rupture avec la tradition.
Au contraire, c'était une chance pour sa survie, pour son renouveau. C'était un homme qui, face à la destruction, cherchait à construire autre chose. Et cette vision, elle s'est incarnée de la plus belle des manières à travers son élève le plus brillant, un jeune homme du nom d'Abraham Isaac Cook. Le Netziv voyait en lui un génie tellement hors norme qu'il a dit un jour que le simple fait d'avoir eu Rav Kook comme élève justifiait toute l'existence de la yeshiva de Volojine. Rien que ça. Et cette citation, elle montre bien ce passage de flambeau. Rav Kook, qui deviendra plus tard le premier grand rabbin de la Palestine et une figure centrale du sionisme religieux, a dit de ses années à Volojine qu'il avait l'impression d'être déjà en terre d'Israël. L'esprit que le Netziv avait insufflé à Volojine, c'était précisément cet esprit qu'il espérait voir refleurir à Sion. On arrive maintenant au sommet dramatique de cette histoire. Un moment de tragédie, un véritable crève-cœur. C'est la confrontation finale, celle qui va sceller le destin de Volojine. Tout s'est accéléré d'un coup. Le gouvernement a posé un ultimatum final. Soit vous acceptez les nouvelles règles, soit c'est la fermeture. Le Netziv va alors convoquer une réunion d'urgence avec les plus grands rabbins de l'époque. Et la décision, prise la mort dans l'âme, a été unanime. Mieux valait fermer la yeshiva que de la voir se vider de son âme. Et puis, le 22 janvier 1892, le jour fatidique est arrivé. La scène est d'une tristesse infinie. La police du tsar entre dans la grande salle d'études, au milieu du brouhaha des étudiants, et ordonne à tout le monde de sortir. Le Netziv, qui était alors un vieil homme, se tenait là, en larmes, en train de regarder l'œuvre de sa vie. Près de 40 ans de travail, l'œuvre de toute une génération, être anéantie en un instant, sous ses yeux. La yeshiva était peut-être fermée physiquement, mais l'histoire du Netziv, elle, ne s'arrête pas là. Parce que malgré cette tragédie, son influence, son héritage n'a jamais été brisé. D'abord, il y a son héritage intellectuel. Le Netziv a énormément écrit. Ses œuvres, comme son grand commentaire sur la Torah, Hamek Davar, ne sont pas juste des vieux livres qui prennent la poussière sur une étagère. Non, ils sont encore étudiés, débattus, bien vivants aujourd'hui. Ces enseignements ont survécu bien après la fermeture des portes de sa yeshiva. Et puis, il y a son héritage humain. Et ça, c'est peut-être encore plus important. En 40 ans, on estime que 20 000 étudiants sont passés par Volojine sous sa direction. 20 000! Chacun d'entre eux est devenu un ambassadeur de ses idées et ils ont répandu son influence partout dans le monde, de l'Europe de l'Est jusqu'en Amérique et bien sûr jusqu'en terre d'Israël. On termine donc avec cette question. Le Netziv, c'était vraiment un homme à la croisée des chemins. Il a dédié sa vie à préserver un monde ancien, un monde de tradition et d'études, tout en jetant les bases d'un avenir complètement nouveau, un avenir national. C'est ça le paradoxe au cœur de son histoire. Qu'est-ce que la vie d'un tel leader peut nous apprendre sur la manière de naviguer entre le passé et le futur, entre la tradition et l'innovation, surtout quand les deux semblent totalement incompatibles? C'est une question qui, je crois, reste incroyablement pertinente aujourd'hui.